2 août 1914. Tous les tocsins de France annoncent l'ordre de mobilisation générale. Des soldats noirs arrivent de tout l'Empire. Dans les vieilles colonies des Antilles et de la Réunion, où les jeunes hommes ne faisaient pas leur service militaire, l'égalité face à la conscription vient d'être acquise. Les députés qui se sont battus pour ce changement de loi crient victoire, et les premiers appelés embarquent pour la métropole. À travers toute l'Afrique française et à Madagascar, des jeunes soldats sont recrutés, de gré ou de force, et rejoignent les bataillons de tirailleurs sénégalais. La Force noire, réclamée depuis des années par certains officiers coloniaux derrière le général Mangin, est en marche. Au total, plus de 200 000 soldats noirs vont participer au combat de la Grande Guerre, sur le front de l'Est, dans la Somme, au Cameroun ou dans les Dardanelles. Cette photo-là a été prise le 17 février 1916, aux environs de Salonique. Février 1916. Tous les hommes qui sont là sont morts. Je suis le seul à être encore en vie. Je vous dis, c'était navrant de voir un camarade mourir devant vous. On était obligés quelquefois même de prendre des cadavres et de les placer devant nous pour protéger les balles, quoi. Pour nous protéger des balles. Ces interviews des derniers poilus africains à l'automne de leur vie ont été filmées pour un documentaire il y a plus de 30 ans déjà. Des traces précieuses qui témoignent de l'impact d'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire sur ces soldats de la Grande France. L'histoire de ce sacrifice va se transmettre génération après génération. Petit, j'ai toujours en mémoire tous ces tirailleurs africains qui avaient vécu toute la guerre 14. Je me souviens de toutes ces personnes qui ont dû vivre des choses absolument abominables et qui n'en parlaient pas, qui ne voulaient pas en parler. Il n'y a pas une famille, en tout cas moi de ma génération, sénégalaise, qui ne peut pas vous citer un parent qui soit mort aux Dardanelles, l'enfer de Verdun. Nous, on est marqués en tout cas par ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre qu'à un moment donné, un tire un trait et qu'on oublie tout ce qui s'est passé, quoi. En 4 années de guerre, plus de Noirs vont venir sur le sol français que dans les 4 siècles précédents. Au front, dans les usines, les campagnes et les villes de garnison, Noirs et Blancs se rencontrent, souvent pour la première fois. Dans les tranchées, quand on est dans la boue, jusqu'au ventre, couvert de poux, de rats, qu'on souffre des mêmes maux, je crois qu'à un moment donné, la couleur compte plus. Je crois que tous les stéréotypes tombent, tous les clichés tombent, on partage la même peur, on partage les mêmes dangers, on partage les mêmes souffrances. Moi, je me souviens qu'il y en avait un qui m'avait dit, ça m'avait beaucoup frappé, on voyait que les Blancs avaient peur comme nous. On était les mêmes, finalement, on était les mêmes. En 1917, la guerre s'éternise et la France a besoin de nouveaux combattants. Pour épargner le sang français, Clémenceau décide de faire une nouvelle fois appel à l'Afrique. Mais il se souvient aussi des rébellions contre la première conscription africaine du début de la guerre, qui avait fait plusieurs milliers de morts. Il décide de confier la mission au jeune député du Sénégal, Blaise Diagne, le premier député africain noir à être entré au Parlement français en 1914. Plus de 70 000 combattants vont répondre à l'appel du député sénégalais. Mais le succès de cette campagne ne tient pas qu'à ses talents d'orateur. Blaise Diagne avait alors promis, il y croyait, car on le lui avait promis à lui, en premier lieu, que l'enrôlement des soldats sous le drapeau français permettrait l'obtention de la citoyenneté française. Donc beaucoup d'Africains se sont enrôlés dans l'espoir d'obtenir l'égalité des droits qui ne leur était évidemment pas acquise, car ils étaient à ce moment-là des sujets.
Avec l'arrivée des Alliés, la guerre va basculer. En décembre 1917, les premiers régiments de volontaires noirs américains débarquent dans les ports de France. Ils apportent avec eux une ségrégation raciale implacable. L'état-major américain refuse d'armer ses soldats noirs et va les cantonner à des rôles de soutien logistique. The American Army's view of African American soldiers was, first of all, that they were not really honorable soldiers. And if you look at the coverage of them during the war, it very much emphasizes their mistakes and their problems rather than their achievements. And so it was felt that they did not merit being soldiers. But the other issue, and this was an issue for many European nations as well that used colonial soldiers, was what does it mean to give a black man a gun and tell him to go shoot white people? L'armée américaine va tourner de nombreux films de propagande montrant, comme ici, ces soldats noirs engagés au combat. Mais ce ne sont que des reconstitutions, pour les caméras, destinées à l'opinion publique. En 1918, face à la pression des autorités françaises, et pour satisfaire les demandes incessantes des soldats noirs américains engagés volontaires, quelques-uns de ces bataillons vont être autorisés à combattre, mais sous commandement français. Ils s'illustreront par leur bravoure, notamment dans les violents combats en Champagne. De nombreux combattants noirs feront partie des premiers soldats étrangers à recevoir la Croix de guerre. Les soldats noirs américains qui survivent à la Grande Guerre repartent chez eux avec une petite part de liberté en plus. Ils laissent derrière eux une trace qui s'inscrira durablement dans la culture nationale française, le jazz. À l'automne 1918, l'Allemagne capitule. En 4 ans de combat, des dizaines de milliers de jeunes hommes noirs venus de tout l'Empire ont trouvé la mort ou ont été portés disparus. Malgré ces sacrifices, les autorités décident d'organiser le rapatriement rapide des soldats afro-antillais vers les colonies. Il faut empêcher l'installation de ces anciens combattants en métropole. Cruel destin pour ces enfants noirs de la mère patrie qui sont venus mourir pour elle et dont on veut maintenant se débarrasser. Mais on dirait qu'on a oublié toute cette époque où justement on voyait les Africains venir défendre leur pays, la France. Et les tirailleurs sénégalais, vu qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai que des fois, ça nous manque dans nos bagages pour pouvoir faire, pour pouvoir encore bien ancrer dans notre tête et ancrer dans la tête de certains qui sont encore en train de dire des conneries, qu'on est français. Les festivités de l'armistice oubliées, les grandes nations se réunissent pour le congrès de Versailles afin de fixer les conditions de la paix. Malgré le demi-million de combattants et travailleurs noirs mobilisés pendant le conflit, aucun représentant du monde noir n'est invité à la table des négociations. C'est dans ce contexte qu'une cinquantaine de responsables politiques et intellectuels, venus de toute la diaspora noire, se réunissent pendant 3 jours dans un grand hôtel parisien pour le congrès de la race noire. Des Africains de tout le continent, des Caribéens anglophones et des Afro-Américains rencontrent pour la première fois des Noirs français et parlent de leur destin commun. Le congrès est placé sous la coprésidence du leader afro-américain William Dubois, pionnier du panafricanisme, et de l'omniprésent député français Blaise Diagne, qui a négocié la tenue de ce congrès avec Clémenceau. Blaise Diagne a réussi à convaincre les autorités françaises que le fait de rassembler, d'organiser ce congrès, finalement, ça serait une bonne opération, on dirait aujourd'hui, de marketing politique pour la France. Et je veux dire, de fait, dans son discours introductif, il a d'emblée dit qu'il s'agissait de discuter tout, sauf
de discuter de l'indépendance des colonies, et que les gens qui étaient rassemblés ici, notamment ceux qui étaient originaires des colonies françaises, étaient heureux de vivre sous la tutelle française. Alors, bien sûr, pour des raisons politiques, chacun essaie d'insister sur la situation de l'autre. Les Américains veulent surtout dénoncer la colonisation française. Les Français qui se sentent surveillés, ils le sont par les autorités qui ont accordé le Congrès, mais ça n'était pas gratuit, veulent quand même dire que la colonisation en France, c'est pas si mal si on la compare à ce qui se passe en Grande-Bretagne, et c'est quand même bien mieux que les lynchages qui se multiplient aux États-Unis. Bref, il y a des intérêts qui peuvent être des intérêts un peu différents, mais émerge quand même l'idée de quelque chose comme une internationale noire. La presse nationale va complètement ignorer le congrès de la race noire, mais pour les petits cercles intellectuels et politiques noirs français, c'est un événement majeur, un premier pas vers de nouveaux combats.